Donc, je m'appelle Christian Stephens, j'ai une formation d'ingénieur industriel en électricité, production d'électricité et physique nucléaire. J'ai terminé mes études à la fin des années 70 et puis à l'époque on en parlait beaucoup, donc je me suis fort intéressé à l'aspect nucléaire et en grattant un petit peu avec mes connaissances d'ingénieur, mes connaissances scientifiques, je me suis vite rendu compte que le nucléaire n'était vraiment pas du tout une bonne chose. Donc pour l'aspect militaire évidemment, parce que faire des bombes pour tuer des centaines de milliers de personnes en une fois, à part le côté efficace, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Et d'autre part, au niveau civil, en fait, le nucléaire n'est vraiment pas du tout une bonne chose non plus, et on peut parfaitement s'en passer, je vais vous en parler, mais un petit peu en résumé. Disons peut-être pour faire le lien entre le domaine militaire dont Peter vient de nous parler et le domaine civil, et pour apporter peut-être quelques petites informations un petit peu plus précises, un petit peu plus techniques. En fait, il faut savoir que l'uranium est un métal qu'on extrait du sol, comme le fer, comme le cuivre, le cobalt, etc. Avec la différence évidemment que l'uranium est radioactif et peut servir à bien des choses intéressantes. Et dans l'uranium qu'on extrait dans le sol, en fait, il y a plusieurs isotopes de l'uranium. Je ne rentre pas dans les détails scientifiques, mais disons que les isotopes sont des différences au niveau nucléaire, mais pas du tout au niveau chimique, ni biologique, ni quoi que ce soit. Donc les différents isotopes de l'uranium se comportent chimiquement exactement de la même manière, mais pas au niveau nucléaire. Et les deux plus importants isotopes de l'uranium qu'on trouve dans la nature, c'est l'uranium 235 et l'uranium 238. Dans la nature, en fait, l'uranium est extrêmement pauvre en uranium 235. Il y a environ 0,7% d'uranium 235 dans l'uranium naturel. Or, c'est justement cet uranium 235 qui est actif soit pour faire tourner une centrale nucléaire, soit aussi en cas de concentration suffisante pour faire exploser une bombe atomique, c'est ce qu'on appelle la masse critique. Et donc, ce qu'on fait en fait avec l'uranium naturel, on l'extrait du sol. Pour vous donner une petite idée, en fait, pour extraire une tonne d'uranium métal naturel, il faut extraire entre 500 et 2000 tonnes de minerais. Et donc tout le reste, ce sont ce qu'on appelle les stériles. Donc c'est un petit peu comme les terrils qu'on trouve du côté de Charleroi, avec la différence ici, c'est que ces stériles sont radioactifs également. Ils contiennent encore de l'uranium, plus un tas d'autres matières radioactives. Et donc dans les pays extracteurs d'uranium, surtout en Afrique, on retrouve comme ça des immenses tas de stériles, des millions de tonnes de matières minérales, mais qui sont radioactives et qui sont laissées à l'air libre et qui sont balayées par les vents, qui sont balayées par les pluies, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails que ça provoque là-bas au niveau de l'environnement et des risques pour la santé des populations. Donc j'en reviens à l'uranium métal. Donc en fait, dans l'uranium métal qu'on a extrait du sol, il faut en fait l'enrichir, c'est-à-dire en réalité augmenter sa proportion d'uranium 235 pour pouvoir l'utiliser dans les centrales nucléaires et éventuellement dans les bombes atomiques également. Et pour enrichir l'uranium, en fait, enrichir, c'est de nouveau un mot qui est une manipulation du vocabulaire, parce qu'en réalité, on n'enrichit pas l'uranium en uranium 235, on retire de l'uranium 238 jusqu'à ce qu'il reste la bonne proportion entre l'uranium 235 et 238. Donc, le soi-disant enrichissement en uranium 235, c'est en fait un appauvrissement en uranium 238. Et cet uranium 238 est un métal qui est nucléairement relativement inerte, donc il n'est pas suffisamment actif pour pouvoir être utilisé dans les centrales nucléaires. Par contre, il est bel et bien radioactif, il est tout aussi radioactif que l'uranium naturel, il est tout aussi radioactif que l'uranium 235. Et on se retrouve comme ça avec des milliers de tonnes d'uranium 238 qu'on appelle uranium appauvri, et dont l'industrie nucléaire ne savait pas quoi faire. C'était des déchets radioactifs qu'il fallait stocker à grands coûts, et on a trouvé une très très bonne application de l'uranium 238, l'uranium appauvri. C'est qu'en fait l'uranium est un métal très dur et surtout très lourd. La densité de l'uranium est très importante, et on a découvert qu'en fait il était très intéressant de faire les bombes d'obus en uranium 238, parce qu'au niveau balistique, ça permet d'avoir une très très bonne trajectoire, puisque la pointe de l'obus est très lourde, mais en même temps, au niveau de l'impact, en fait, l'uranium est un métal qui est également pyrogène, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact, sous l'énergie de l'impact, il se vaporise instantanément en perçant quasiment tous les blindages de l'ennemi, si vous me permettez l'expression. Et donc, ces obus-là, l'uranium soi-disant appauvris, sont extrêmement performants, très efficaces au niveau militaire.
Le problème, évidemment, c'est qu'au moment où l'impact, où l'obus atteint son but et où la pointe en uranium-238 éclate, se vaporise instantanément, tout cet uranium-238 se retrouve vaporisé à l'état de poussière, de microparticules sur tout le champ de bataille et contamine évidemment tout le champ de bataille sur des kilomètres carrés avec de l'uranium radioactif. Et ce sont les populations locales qui en subissent les conséquences, qui en subiront les conséquences pendant quelques millions d'années, puisque la période radioactive de l'uranium, c'est, pour être exact même, c'est 4,5 milliards d'années. Donc il y en aura pour longtemps. Et c'est également probablement cet uranium-238 vaporisé qui est responsable ou co-responsable des syndromes de maladie qu'on retrouve chez les militaires de la guerre du Golfe, de la guerre de Yougoslavie, etc. Pour revenir à l'uranium soi-disant enrichi, pour enrichir l'uranium, c'est-à-dire donc extraire l'excédent d'uranium-238, mais tout simplement on le passe soit dans des centrifugeuses, soit on fait un enrichissement par phase gazeuse, il y a les deux possibilités. Et en fait, l'enrichissement pour une centrale nucléaire, eh bien, il faut donc enrichir, atteindre un pourcentage de environ 4% d'uranium-235 et de 96% d'uranium-238 pour avoir un uranium qui est assez bien utilisable dans les centrales nucléaires. Mais il suffit tout simplement de laisser l'uranium plus longtemps dans les centrifugeuses et de continuer exactement le même processus d'enrichissement pour atteindre non pas 4% d'uranium-238, mais 80, 90, 95% d'uranium-235 donc. Et à ce moment-là, on peut obtenir une masse critique et donc on peut obtenir un uranium utile pour des bombes atomiques. La bombe atomique d'Hiroshima, c'est une bombe à l'uranium-235 enrichie à environ 95%. Et donc l'Iran, qui pour le moment veut faire de l'enrichissement de l'uranium pour ses centrales nucléaires, il suffit tout simplement de laisser les mêmes centrifugeuses fonctionner quelques mois ou quelques années de plus, et on a de l'uranium enrichi à 90% utilisable pour les bombes atomiques. Ça, c'est donc la question de l'enrichissement de l'uranium et le lien qu'il y a entre l'uranium-235, 238, l'uranium civil et l'uranium militaire. Alors, on s'est très vite rendu compte dans les années 40-50 que devoir enrichir de l'uranium et atteindre un très fort taux d'enrichissement pour avoir de l'uranium-235 suffisamment concentré pour faire des bombes atomiques, ça coûtait très cher. Et l'enrichissement dans les systèmes à centrifugeuse ou dans les systèmes par phase gazeuse consomme énormément d'énergie. Et donc, on s'est vite rendu compte, les militaires se sont vite rendus compte que ce n'était pas très intéressant, qu'il y a mieux à faire. Parce que quand on met de l'uranium dans une centrale nucléaire, l'uranium-235, 4% actif, aide à fissionner l'uranium-238 beaucoup plus vite que ce qui arriverait dans la nature. Et dans les déchets de l'uranium-238 qui a été fissionné grâce à l'uranium-235, on peut à ce moment-là extraire par des procédés de soi-disant retraitement des déchets radioactifs. De nouveau, le vocabulaire, c'est une manipulation de l'information. En fait, on peut extraire de l'uranium-238 du plutonium qui n'existe pas à l'état naturel. Il n'y a pas de plutonium, il n'y avait pas de plutonium dans la nature avant que l'homme commence à s'occuper d'énergie nucléaire. Et ce plutonium peut servir également à faire des bombes atomiques, comme la bombe atomique de Nagasaki, qui était une bombe au plutonium-239. Et l'avantage, évidemment, c'est que au lieu de devoir consommer énormément d'énergie pour enrichir l'uranium jusqu'à 90%, 95% pour faire une bombe à l'uranium-235, on peut en fait fissionner l'uranium-238 dans une centrale nucléaire. Ça dégage énormément de chaleur qui peut être utilisée pour chauffer de l'eau, faire de la vapeur, faire tourner des turbines et faire de l'électricité. Et donc les militaires se sont très vite rendus compte qu'il était plus intéressant de fournir l'uranium légèrement enrichi aux industriels qui, avec cet uranium, pouvaient faire des centrales nucléaires et faire de l'électricité à vendre et faire du profit. Et dans les déchets des centrales nucléaires, on pouvait à ce moment-là les soi-disant retraiter pour extraire le plutonium à usage militaire. Alors, après quelques années ou une vingtaine d'années de ce genre de fonctionnement-là, les militaires se sont vite rendus compte qu'ils avaient beaucoup trop de plutonium, qu'ils ne savaient pas quoi en faire, et donc ils ont laissé le problème aux civils, et aux civils qui sont restés soit alors avec des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire, soit les Français ont choisi de continuer le retraitement pour utiliser le plutonium dans un but
de surgénérateurs, donc les breeders, comme on a parlé là tantôt, qui sont des centrales nucléaires qui fonctionneraient à ce moment-là avec du plutonium pur à la place d'uranium-235 et l'uranium-238 qu'on a en trop grande quantité et qui, soi-disant, permettrait, dans les déchets de l'uranium-238, de retrouver plus de plutonium qu'on en a consommé au départ, d'où le nom de surgénérateur, puisqu'en théorie, en physique nucléaire théorique, on peut démontrer mathématiquement qu'il serait théoriquement possible d'extraire à peu près 40% de plutonium en plus que le plutonium qu'on a utilisé dans les surgénérateurs. Surgénérateurs, c'est par exemple le réacteur de Monju au Japon, de Phoenix en France et de Super Phoenix en France également. Or, il faut savoir que tous les pays nucléaires ont joué du surgénérateur depuis les années 50 et jusqu'à présent, il n'y a aucun surgénérateur qui a été surgénérateur. Ils ont tous été sous-générateurs. En plus, tous les surgénérateurs qui ont fonctionné ont toujours fonctionné dans de très très mauvaises conditions. Ils ont été des catastrophes au niveau industriel, ils ont été des catastrophes au niveau financier, et si bien que tous les pays qui ont commencé le surgénérateur les ont tous abandonnés un à un. Super Phoenix, par exemple, en France, a été abandonné en 1996, 7, 8, quelque chose comme ça, quand la Cour des comptes française a fait le bilan du surgénérateur qui, en fait, a coûté le prix d'une dizaine de centrales nucléaires ordinaires, qui a, pendant 10 ans de soi-disant fonctionnement, soi-disant raccordement au réseau, le surgénérateur Super Phoenix a en réalité produit de l'électricité pendant 11 mois sur 10 ans. Le reste, il était arrêté pour réparation, entretien, modification, en consommant énormément d'énergie et en coûtant énormément d'argent. Donc ça, c'est un bref petit rappel pour ce qu'est l'uranium-235, 238 et le plutonium. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que Peter nous a parlé beaucoup de choses, j'avais plein de choses à vous dire également pour préciser tout ça, mais ça prendrait trop de temps. Mais pour en revenir au nucléaire civil, alors tout à fait, on nous raconte que le nucléaire civil est tout à fait indispensable, qu'on ne peut pas quitter le nucléaire, que notre bien-être, notre production industrielle, etc., notre confort, notre PIB en dépend, et qu'il serait donc totalement irrationnel, irresponsable d'abandonner le nucléaire. Alors, je vais me retenir d'éclater de rire, et j'en ai bien envie. En fait, pour vous donner d'abord une première information, il faut vous rappeler qu'il y a plein de pays dits civilisés, développés, qui n'ont jamais utilisé l'énergie nucléaire pour leur production d'électricité. Je pense à des pays comme la Grèce, l'Italie, le Portugal, le Luxembourg, l'Autriche, le Danemark, la Norvège n'ont jamais utilisé d'énergie nucléaire et sont tout à fait autonomes au niveau production d'électricité. C'est pas de dire qu'ils dépendent des voisins nucléaires pour leur électricité. Et par exemple, des pays comme l'Autriche, le Danemark ou la Norvège, on ne va pas dire que ces gens, ces habitants-là, vivent moins bien que nous. Or, ils n'ont jamais utilisé d'énergie nucléaire. Donc ça, c'est déjà une première chose. D'autre part, pour la question de production d'électricité, production d'énergie par le nucléaire, on nous dit oui, mais par exemple pour la Belgique, le nucléaire assure 52% pour être exact. Il y a parfois des chiffres qui parlent de 55%, des 2 tiers que l'électricité qui serait produite par le nucléaire. Ce n'est pas vrai du tout. Le chiffre exact en Belgique est actuellement de 52% de l'électricité qui est produite par l'énergie nucléaire. Mais l'électricité, ce n'est qu'une partie de toute l'énergie que nous consommons dans le pays. On consomme également de l'énergie pour le déplacement, pour le chauffage, pour tout un tas de processus industriels. Et en fait, dans des pays développés comme la Belgique ou les pays européens, on consomme environ 20% d'électricité et 80% des autres énergies. L'électricité ne représente en fait que environ 20% de toute l'énergie qu'on consomme dans un pays. Donc, si on peut passer le tableau qui se